bonjour à toutes et à tous. Souvenez-vous, nous avons vu au cours de deux premières vidéos un petit peu toute l'histoire de l'Italie depuis sa création en tant qu'État dans les années 1860 jusqu'à la Première Guerre mondiale, les raisons qui avaient fait qu'elle était restée neutre entre 14 et 15, et ce qui s'était passé durant cette première année de guerre pour les autres pays, les préparatifs, les plans italiens, quelles étaient les forces et les faiblesses de cette armée, l'espérance du haut commandement, de récupérer certaines régions, de rentrer en guerre aux côtés des Alliés, pourquoi, comment. Et là, nous allons voir cette fois-ci l'année 1915. C'est une année qui est importante pour le conflit du côté italien. Pourquoi? Parce que c'est la première, et c'est aussi celle qui décide de la suite, dans le sens où on va le voir, l'échec initial des offensives italiennes va amener cette guerre à prendre un nouveau tour pour le royaume italien, et finalement le pays va s'enfoncer lui aussi dans un terrible conflit de position qui a ça différent par rapport à certains autres fronts, qu'il se situe souvent, comme on l'a vu, en montagne, et c'est donc aussi un terrain qui est peu propice au mouvement. Alors, il y a eu des tranchées, on le verra, sur ce front, mais vous imaginez que les construire, les creuser, parfois à plusieurs centaines, plusieurs milliers de mètres de hauteur, n'est jamais facile, qu'en plus il faut parcourir des pentes, des pierriers avant de pouvoir parvenir aux lignes adverses, oui. Donc on va voir que tout ça a fait que ce conflit prend un tour particulier, qu'il est pas forcément plus difficile que dans d'autres endroits, hein, mais que c'est vraiment une guerre qui est propre à l'Italie, à l'Autriche-Hongrie, et qu'il y a eu des réalités que d'autres combattants n'ont pas forcément connues. Pourtant, on a vu la dernière fois que les Italiens étaient partis confiants. Alors je rappelle qu'il y a eu quand même les expériences du front français qui ont montré que après la course à la mer, reportez-vous à la vidéo précédente pour plus de détails, le front s'était stabilisé, que les combattants avaient creusé les tranchées, et qu'à part quelques grandes offensives comme Verdun, etc., il avait finalement assez peu bougé jusqu'en 1918. Pourtant, les Italiens, malgré tout cela, on est quand même à la moitié de l'année 1915, ont l'espérance d'enfoncer rapidement la ligne adverse. Bon, je rappelle rapidement pourquoi. Eh bien parce que l'Autriche-Hongrie est encore occupée contre la Serbie, et surtout face aux armées du Tsar. Donc, une bonne partie de leurs forces ne sont pas situées sur le front italien. De plus, l'Italie est jusque-là neutre, donc ses forces n'ont pas subi l'usure du feu. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui compte, puisque les autres belligérants sont déjà en guerre depuis août 1914 et doivent subir des privations, de la fatigue, des pertes, etc. etc. L'Italie, qui n'est pas encore combattante, se dit on va entrer en guerre rapidement, en quelques semaines, en quelques mois peut-être, on va se débarrasser de notre principal adversaire, parce que nos troupes n'ont pas encore connu le combat, elles sont encore fraîches, et nous n'avons pas subi de pertes humaines, matérielles, etc. Pourquoi pas? Et le chef de l'armée italienne, hein, alors dans les faits c'est, je vous l'ai expliqué, le général Cadorna, même s'il y a le roi, etc., celui réellement qui dirige les opérations jusqu'en 1917, on va le voir, Cadorna, espère s'emparer de ces villes qui sont, je vous le dis, en partie, tout partie culture italienne, comme Trieste, comme Trente, et ensuite, pourquoi pas, s'enfoncer vers Ljubljana, donc en Slovénie actuelle, et qui à l'époque fait partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie, et même Vienne. Le commandant de l'armée italienne se voit effectivement déjà à Vienne avant Noël. Ça, vous savez, c'est une grande thématique des combats. On se dit des guerres, on sera à Berlin avant Noël, on sera à Vienne avant Noël, à Moscou avant Noël, etc. L'idée, c'est de finir son adversaire, d'en finir avec lui avant la fin de l'année civile. Bon, très rapidement, tous ces rêves de grandeur volent en éclats, comme j'ai expliqué. Pourquoi? Eh bien parce que l'Italie est rentrée en guerre en mai, souvenez-vous, hein, le 24 mai, réellement les premiers combats peuvent commencer, etc. C'est là qu'elle rentre en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Je vous renvoie à la vidéo précédente avec cette page de journal qui le montre bien. Mais son armée n'est pas prête avant mi-juillet. Donc ça veut dire qu'il lui faut mai, juin, juillet. Il lui faut environ 2 mois pour se préparer. Et qu'est-ce qui se passe pendant 2 mois? Eh bien, l'adversaire va lui évidemment en profiter pour réagir. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les troupes austro-hongroises se retirent en bon nord de la ligne frontière pour se répartir sur des positions plus facilement défendables. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils abandonnent quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de terrain qui est indéfendable. Ils se retirent souvent sur les lignes de crête et installent là leur position défensive pendant que les Italiens se préparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur adversaire va devoir combattre sur un terrain qui est préparé par son ennemi, qui a été choisi.
les Autrichiens, les Austro-Hongrois savent où ils vont se battre. Ils savent que les Italiens vont devoir avancer le long de routes qui sont battues par le feu de leurs canons, de leurs mitrailleuses, qu'il faudra monter des pentes qui sont là aussi battues par le tir des ouvrages qui ont été peu à peu construits. Donc ce n'est pas une position qui est enviable pour les Italiens. Ils vont devoir se battre sur un terrain que leur adversaire connaît, qu'il a choisi. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est gênant. De plus, qu'ont fait les Austro-Hongrois? Eh bien, ils ont fait sauter les ponts pour ralentir encore plus leur adversaire, abîmer les voies d'accès et fait diffuser de manière efficace de fausses informations que le renseignement militaire italien a, hélas, pour eux, peu réussi à contrer. Donc ils ont fait croire qu'il y avait des espions partout, que les populations étaient hostiles à l'avancée des Italiens, qu'il allait y avoir une défense terrible, que les Autrichiens étaient très nombreux, que des forces affluaient partout de tous les fronts, et le renseignement militaire italien, comme je l'ai dit, a peu réussi à contrer cette désinformation, tout simplement. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une guerre qui est elle aussi une guerre d'opinion, une guerre de renseignement, une guerre d'espions, etc., qu'on ne se bat pas que sur le terrain. Alors ça n'a jamais été le cas, hein. Je vous avais dit que César utilisait déjà des techniques, Jules César, hein, d'espionnage entre guillemets, mais là, en 14-18 et après en 39-45, la guerre des mots, la guerre de la propagande, la guerre des images, la guerre de la désinformation, du renseignement est très 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 importante et ça a contribué à l'échec initial des Italiens pour le sujet qui nous occupe. Donc j'ai dit que cette armée était prête fin juillet, enfin plutôt fin juin, mi-juillet, et Cadorna décide de lancer deux grandes offensives pour emporter son adversaire en quelques jours, en quelques coups. Alors, toutes ces batailles pendant cette première guerre vont prendre, une grande partie, le nom de bataille de l'Isonzo. Pourquoi? Parce que c'est le grand fleuve qui passe dans la région et le long de son parcours vont se dérouler les principaux combats. Donc on appelle ces batailles les batailles de l'Isonzo. Je le dis maintenant, comme ça je n'aurai pas à revenir là-dessus. Donc la première est lancée fin juin et la deuxième mi-juillet. Et ce sont des échecs cuisants après des gains territoriaux minimes. Cadorna les stoppe au bout de quelques jours de combat parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas l'emporter ainsi. Donc ces deux offensives ont coûté 67 000 soldats à l'armée royale et n'ont gagné que quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres dans les meilleurs endroits. Pourquoi? Eh bien parce que les troupes italiennes se sont heurtées à un adversaire qui était bien plus loin de l'écroulement qu'on ne le pensait. Souvenez-vous, les responsables militaires italiens pensent que leur adversaire est proche du désastre, proche de la catastrophe, qu'il doit déjà se battre sur deux fronts et qu'il va s'effondrer. En fait, les troupes austro-hongroises se sont battues de manière courageuse et cohérente. Elles sont restées cohérentes, une bonne cohésion, en fait jusqu'en 1918, jusque pratiquement dans les derniers jours des combats. Et donc ces troupes ont résisté à leur adversaire. Je vous ai dit qu'elles étaient retranchées sur des positions choisies et elles ont usé de techniques un petit peu futées, c'est-à-dire qu'ils ont lancé, les Austro-Hongrois, des contre-attaques très nombreuses, parfois d'ampleur assez peu importante, mais très proches des forces italiennes. Pourquoi? Eh bien pour empêcher ceux-ci d'utiliser efficacement leur artillerie de peur de frapper leurs propres hommes. Évidemment, quand on est au contact avec l'adversaire, c'est très difficile de tirer entre guillemets dans le tas, de peur d'abîmer, de perdre ses propres soldats. Donc, il est un échec. Je veux dire, ces combats sont un échec. Les Italiens ne peuvent pas progresser. Donc, Cadorna décide de relancer deux autres offensives en automne et en hiver, les 3e et 4e batailles de l'Isonzo, comme je vous ai expliqué, cette fois à échelle plus réduite. Il se dit, je vais concentrer sur une portion étroite du front mes réserves et l'artillerie lourde qui était jusque-là un peu trop dispersée. Pourquoi pas? Ça permet de frapper en un endroit avec plus de force que si on les dispersait sur tout le front, mais ça ne fonctionne pas non plus, c'est un échec. Des dizaines de milliers d'hommes sont tués. Donc là en plus on est en automne et en hiver, les Autrichiens ont eu le temps de faire venir des troupes des autres fronts, et les combats se déroulent non plus dans la chaleur de l'été, mais dans la boue, dans les pluies, puis dans le froid de la fin de l'année, pour des avancées qui sont insignifiantes. N'oubliez pas qu'on est très souvent en montagne, et que le climat y a une importance peut-être encore plus grande qu'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez jamais connu un orage en montagne, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et là, nous sommes dans les Alpes, en hiver dans les Alpes, des combats qui se déroulent à plusieurs, parfois milliers de mètres de hauteur, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Donc c'est un échec. Les quatre offensives de cette année 1915 ne parviennent pas à rompre le front adverse.
Et peu à peu, reste quel espoir? Eh bien celui de grignoter au fur et à mesure les positions ennemies et de les épuiser en tuant suffisamment d'hommes pour qu'il arrête le combat. C'est quand même très peu novateur comme idée, c'est assez fait preuve d'assez peu de génie. L'idée est maintenant d'épuiser à force les troupes adverses, de leur tuer suffisamment d'hommes pour qu'ils se retirent des combats. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quand même pas stupide. Engagés sur plusieurs fronts, comme je l'ai dit, les Austro-Hongrois ont moins de ressources en hommes que l'Italie. Et s'ils perdent moins de soldats, puisqu'ils sont engagés dans un combat qui est avant tout défensif, ils peuvent également faire appel à des ressources qui sont moindres. Les Italiens ont plus d'hommes à leur disposition. Donc comme plus tard un peu les Allemands devant Verdun qui, se rendant compte qu'ils ne peuvent pas percer les positions françaises, se disent on va les épuiser peu à peu dans un combat qui va leur tuer suffisamment d'hommes, hein, et c'est pas loin de réussir en plus. Hein. La France de cette année 1916 est par la suite extrêmement meurtrie par les combats. Hein. Bah, les Italiens se disent un peu la même chose, hein, même si on est avant Verdun, on va épuiser notre adversaire et celui-ci devra se rendre. Pourtant, on l'a vu, les Austro-Hongrois tiennent. Fin 1915 contre les Italiens, ils disposent de 15 divisions dans le secteur, donc ils ont réussi à rameuter les troupes d'un peu partout, à former une nouvelle. Alors vous me direz, c'est moins de la moitié de ce qu'ont les Italiens. Les Italiens ont à l'époque 35 divisions d'infanterie en face, hein. Mais on a vu que les Austro-Hongrois étaient en position de défense, sur de meilleurs emplacements, et qu'ils forcent souvent leur adversaire à prendre d'assaut des pentes, des pierriers, des crêtes qui sont difficiles d'accès. D'ailleurs, c'est une loi générale à la guerre, hein, de tout temps. Défendre nécessite moins de force et reste moins coûteux en hommes. Petite parenthèse avec une autre période, mais c'est aucun rapport. Si vous allez un jour au chantier médiéval de Guédelon, hein, ce sont des hommes qui reconstruisent un château comme au Moyen-Âge, et bien ils vous expliquent avec raison qu'un petit château fort peut être tenu par une quarantaine d'hommes, voire moins. Pourquoi je dis ça? Eh bien, pour illustrer le fait que défendre est toujours plus facile que d'attaquer, parce qu'on a préparé ses positions, surtout que là on a vu que les Austro-Hongrois ont eu le temps de le faire, et il est plus coûteux de prendre d'assaut un endroit que de le défendre. De plus, les techniques de combats italiennes restent néanmoins, pas néanmoins, mais plutôt étonnamment figées durant cette première année de guerre. Elles s'adaptent mal à cette situation. Pourtant, on aurait pu penser le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chefs envoient leurs hommes en formation compacte. Ils ont l'idée de faire, encore entre guillemets, un effet de masse, sauf que ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont très exposées au tir des mitrailleuses adverses. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Une mitrailleuse est une arme défensive redoutable, offensive aussi certes, mais celles de la Première Guerre mondiale sont encore très lourdes, surtout sur des trépieds, etc. Donc c'est une arme essentiellement défensive qui permet de saturer une position sous un tir nourri. Hein. Tous les Autrichiens ont des mitrailleuses qui sont loin d'être ridicules et permettent de saturer, donc comme je l'ai dit, une zone d'un tir assez important qui est d'autant plus meurtrier que les barbelés, qui sont très nombreux, obligent les Italiens à rester plus longtemps sous le feu. Oui, impossible d'avancer si vous avez un réseau de barbelés qui vous en empêche. Donc déjà les enlever sous le tir des fusils ce n'est pas simple, mais là en plus en montagne, sous le feu des mitrailleuses, ça l'est encore moins. Or, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, mais je le rappelle, les mitrailleuses manquent du côté italien, qui empêche l'infanterie royale de donner la pleine mesure de ses capacités. Parce que les Italiens, ce sont de bons soldats. Il y a toujours une image du soldat italien qui a subi de grandes défaites, comme à Douai, etc., en milieu colonial à la fin du 19e siècle, mais ce sont de bons soldats simplement qui n'ont pas forcément les moyens de faire une guerre moderne. Pour vous donner une idée, les Italiens ont au début de la guerre 2 mitrailleuses par régiment. Ça veut dire tous les 3000 hommes environ. Les Autrichiens en ont en face 2 par bataillon. Il y a plusieurs bataillons dans un régiment. Ils ont beaucoup plus de mitrailleuses. Et en montagne, souvent il n'y a qu'une voie d'accès possible, hein, dans certaines vallées, certains cols, etc. Donc vous imaginez que si on concentre dans ces voies de passage obligées des mitrailleuses, des canons, eh bien on est sûr de pouvoir ralentir, voire stopper son adversaire. Surtout si celui-ci a moins de moyens en face pour détruire ses outils de défense. Donc ces Italiens qui sont de bons soldats, je le répète, doivent faire la guerre avec peu de moyens lourds, qui sont encore au niveau du temps de paix. En fait, on le verra dans les vidéos suivantes, l'industrie italienne ne va atteindre des rendements adéquats qu'en 1916 seulement, c'est-à-dire que c'est très long, et réellement donner sa pleine mesure en 1917 puis 1918. D'ailleurs, ils vont se retrouver à la fin de la guerre avec
énormément de matériel dont on ne sait plus quoi faire, mais ça c'est aussi quelque chose qui est arrivé aux autres pays. Donc en attendant, ils doivent composer avec une production ridicule de 50 mitrailleuses par mois, c'est rien du tout, et un très petit nombre de grosses pièces d'artillerie qui sont en plus, je vous l'ai dit, très souvent dispersées entre les fronts, ce qui ne fonctionne pas vraiment. Alors peu à peu, certains sont construits, des pièces sont capturées sur l'ennemi, et aussi on fait venir de toute l'Italie des forteresses qui ne sont pas exposées, de fronts et d'endroits qui ne connaissent pas la guerre, des canons qui peu à peu arrivent sur le front. Mais vous imaginez que c'est très long, amener ça en montagne, les répartir dans les unités, les utiliser, et ils sont encore assez peu nombreux. Donc les Italiens, peu à peu, augmentent leur production, augmentent leur capacité, mais c'est très long, et face à eux, les Autrichiens tiennent le coup. Donc, sans rentrer plus avant dans trop de détails techniques, le constat reste sans appel. 1915 est un échec initial pour l'armée italienne qui va l'amener à devoir se battre encore 3 ans dans des conditions difficiles. Pourquoi? Eh bien, parce que cette armée, on l'a vu, était trop peu préparée, a été lente à se mettre en place, sans moyens modernes suffisants pour percer le front adverse. De plus, vous imaginez bien que face à des tranchées, que face à de la montagne, des troupes pourtant très utiles comme les bersagliers, c'est de l'infanterie légère italienne, ce sont des soldats, de bons soldats et soldats d'élite. Alors vous regarderez sur internet, je mettrai certaines images aussi. Ce sont des soldats qui sont connus pour jouer leur fanfare en marchant, même plutôt en courant, et qui ont ces fameuses plumes qui les caractérisent. Donc ce sont de bons soldats qui ne sont pas forcément très utiles dans un tel terrain. Et imaginez, pareil pour la cavalerie. Ça, c'est aussi quelque chose qui est arrivé en France. La cavalerie qui se déplace à cheval et se bat à pied, eh bien, ne sert plus à grand chose contre des tranchées. Son but premier, c'est à l'époque surtout de réunir des informations sur l'ennemi. Ce sont les yeux et les oreilles des armées. Et eh bien là, elles ne servent pas à grand chose. Donc la cavalerie italienne, et comme la cavalerie française ou allemande, un peu inutile face à ce genre de front. Et les troupes plus spécialisées italiennes comme les Alpini, donc c'est l'équivalent des chasseurs alpins italiens, ce sont des hommes qui sont recrutés dans les montagnes, qui savent se battre dans ces régions-là, sont encore trop peu nombreux et, on va le voir, ne sert réellement que dans la suite des combats. Donc c'est une armée qui est trop peu, je vais y arriver, préparée, qui lente à se mettre en place et qui, on l'a vu, est sans moyens modernes suffisants pour percer le front adverse. De plus, les Italiens sont dirigés par des chefs souvent trop rigides et ne sont finalement pas en mesure de démontrer leur valeur. Et on le verra dans la vidéo suivante, quelque chose d'encore plus gênant. Les forces italiennes passent près de la catastrophe en 1916. Pourquoi? Eh bien, à cause de la chose suivante, les Austro-Hongrois montent une offensive inattendue, la Straf Expédition, qui va amener les forces de Cadorna à se mettre à leur tour sur leur défensive et à contrer cette menace terrible. Donc, on l'a vu, 1915 est un échec et la guerre se poursuit. Nous verrons dans les vidéos suivantes ce qui s'est passé en 1916, 1917 avec la fameuse bataille de Caporetto qui a failli mettre l'Italie hors de combat, avant finalement qu'en 1918 elle ne retrouve ses pleines capacités opérationnelles et l'emporte avec la victoire de Vittorio Veneto. Voilà, je vous remercie de suivre ce dossier toujours plus nombreux qui vous intéresse, j'en suis ravi. Ce sont des thématiques qui sont peu étudiées, mais comme vous le savez, j'aime à parler de choses qui sont peut-être un peu oubliées ou moins connues. Or, on l'a dit, c'est plus de 600 000 tués, c'est une guerre assez caractéristique, et nous verrons dans les mois qui viennent comment celle-ci s'est déroulée. Je vous remercie.